Bonjour tout le monde, je suis Simone Saint-Pierre, la directrice de formation au Centre Franco. Je vous souhaite la bienvenue à la formation généralisée visuellement représentée des suites au cycle moyen présentée dans le cadre des Instituts d'été du Centre Franco, édition 2023, en collaboration avec l'Association francophone pour l'enseignement des mathématiques en Ontario. Je suis désolée que ma caméra ne fonctionne pas, mais je vous souhaite une excellente formation. Je désire remercier le ministère de l'Éducation de l'Ontario pour le financement qui nous permet de vous donner des formations gratuites. Je remercie Ryan de partager son expertise avec nous. Donc, je remets une dernière fois le lien pour la liste des présences. Je vous incite à mettre votre nom. Puis, à la fin, M. Perry va partager le lien vers la présentation. Alors, à vous la parole, M. Perry, et merci encore pour votre présence ici aujourd'hui. Super, merci pour l'accueil, Simone, c'est apprécié. Et le travail en coulisses, toujours apprécié. C'est tout un travail animé et garder un œil sur le clavardage en même temps. Alors, j'apprécie avoir une deuxième personne là. Merci à tout le monde de vous être pointé vers la formation aujourd'hui, sachant qu'on est quand même le 10 août et les vacances sont encore en pleine force. Alors, je vous remercie d'avoir choisi de passer un peu de temps avec moi ici ce matin. Je vais essayer de rendre ça aussi interactif et amusant que possible, évidemment, parce que c'est ce qu'on veut quand on parle des mathématiques. On veut absolument que ce soit quelque chose qui va parler aux gens, autant adultes que élèves. Alors, le titre de la session aujourd'hui, généralisé visuellement, c'est vraiment juste un petit jeu de mots parce que l'algèbre doit vraiment être visuelle. Alors, on passe parfois trop rapidement vers une règle qui rend trop abstrait l'algèbre. Alors, on va vraiment regarder aux étapes et comment regarder à l'algèbre de manière visuelle pour aider à faire du sens de quelque chose qui peut être très abstrait. Je suis vice-président de l'AFEMO. Je suis aussi à EEAS ou conseiller pédagogique avec le CECCE. Dans les prochaines semaines, je vais commencer un tout nouveau rôle au niveau du conseil comme direction adjointe. Alors, toutes sortes de de bagages différents pour vous amener à travers de ce petit parcours en algèbre aujourd'hui. On va commencer avec une petite reconnaissance de territoire. Un peu difficile à faire une reconnaissance de territoire quand on anime de manière provinciale, étant donné qu'on se retrouve sur toute une variété de différents territoires non cédés. Il existe un super outil qui s'appelle Native Land, qui permet actuellement de creuser différents traités et différents territoires traditionnels. Alors, vous pouvez actuellement aller voir un peu d'histoire et identifier les territoires sur lesquels vous vous êtes situé présentement. Alors, je vous invite de le faire lorsque vous avez un peu de temps, parce que ça vaut vraiment la peine et c'est très éducatif. On peut voir vraiment à quel point que ce n'est pas quelque chose qui est pareil comme une carte politique. Les territoires traditionnels se superposent. Il y a toutes sortes de différentes choses à apprendre au niveau de comment ces territoires-là ont été identifiés. Alors, je vous invite de faire une recherche. Alors, je ne peux pas nommer les territoires sur lesquels vous êtes tous et chacun, mais je vais juste lire l'énoncé tel que le Centre Franco a choisi de le citer. Alors, nous remercions les peuples autochtones pour le partage de ce territoire où nous nous retrouvons, connu comme Ontario, dérivé du terme Mohawk, lac magnifique pour Ontario. Nous reconnaissons que cette terre partagée par les peuples autochtones nous donne toutes les richesses dont nous avons besoin. Nous reconnaissons les générations qui l'ont parcourue, ceux qui la parcourent présentement et ceux qui la parcourront. Les appels à l'action du rapport de la Commission de la vérité et de la réconciliation nous parlent de l'importance de l'éducation à comprendre notre passé et le territoire où nous habitons afin que nous puissions cheminer ensemble dans un esprit uni. Et vous avez aussi un lien vers une page qui va aller chercher les différents traités pour que vous puissiez en apprendre davantage.
Un petit peu au sujet de moi, j'imagine que tout le monde peut voir mon écran, sinon dites-le moi s'il vous plaît. Euh, je suis présentement vice-président de la FEMO. J'agis comme conseiller pédagogique et direction adjointe au CECCE et aussi comme consultant en éducation dans une variété de différents projets, dont les guides d'enseignement efficace qui sont ou seront publiés prochainement et les ressources que vous pouvez retrouver sur divers sites comme ontariomath.support qu'on va citer dans quelques instants. Le menu pour la journée sera est non linéaire. Aujourd'hui, le menu est vraiment cyclique. Alors, le but aujourd'hui, c'est vraiment de regarder aux différentes représentations possibles pour une règle au niveau de l'algèbre et vraiment au niveau des suites et de voir à quel point qu'on peut utiliser une variété de représentations pour représenter une même règle. Et ça peut nous aider à vraiment avoir une meilleure compréhension de ce que la règle signifie, ce que la règle représente, et pour nos élèves, peut donner un sens à quelque chose de très abstrait. Alors, je ne peux pas vous donner un menu étape par étape parce qu'on va sauter un peu partout aujourd'hui. J'espère que ça va aller pour vous. Simone, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter? Non, ça va, merci. OK, super. Je vais partager la présentation avec vous à la fin de la session. Il y a certaines réponses dans la présentation que je ne peux pas vous dévoiler tout de suite nécessairement, mais juste quelques ressources duquel l'information que vous allez voir aujourd'hui a été tirée. Évidemment, le programme cadre et le guide de pratique pédagogique à fort impact en mathématiques. On a aussi l'outil des processus mathématiques qui a été préparé par le Centre Franco que j'utilise très souvent. L'outil en ligne Mathagon que je vais utiliser comme matériel de manipulation aujourd'hui. Évidemment, je recommande fortement le matériel de manipulation actuel physique autant que possible, mais étant donné qu'on est dans un monde virtuel en ce moment, j'ai choisi un matériel virtuel. Et finalement, le livre From Patterns to Algebra de Dr. Beatty et Dr. Bruce, qui est une excellente source d'informations en lien avec l'algèbre et les éléments visuels en lien avec l'algèbre. Et plusieurs des activités que vous allez voir aujourd'hui viennent actuellement d'une formation que j'ai eu l'occasion de suivre avec Dr. Beatty. Alors, vous allez avoir un petit goût de ce qu'elle apporte dans ce livre. Et sans plus tarder, on va commencer, mais on va commencer avec quelque chose d'un peu, un peu interactif. Je vais vous inviter d'allumer vos micros si ça vous parle de participer. Et ce que je vais faire, c'est que je vais juste ouvrir un petit Jamboard rapidement qui va me permettre de dessiner pendant qu'on se parle. Alors, je vais juste aller chercher ça rapidement. Ça va me prendre 2 secondes. Et ce qu'on va faire, c'est je vais vous demander de me donner un nombre qui est n'importe quel nombre, mais on va garder ça quand même assez simple. On va garder ça entre 0 et 10 pour le moment parce que je veux pas sauter trop difficile trop rapidement. Alors, vous devriez maintenant à l'écran voir un tableau blanc. Je vous invite de me lancer n'importe quel nombre entre 0 et 10. Moi, je veux dire 5. 5, j'ai entendu 5. C'est qui a dit 5? Simone. Ah, c'est Simone qui a dit 5. OK, c'est parfait. Alors, Marie-Michel, je vois ton 9. Alors, je vais commencer avec le 5 et on fera 9 pour le prochain. Alors, ici, je vais commencer. Ici, ça va être mon entrée. Désolé. Écrire avec une souris, c'est pas évident. Alors, je m'excuse d'avance pour ça. Alors, l'entrée est 5. Si l'entrée est 5, je vais vous dire que ma sortie sera 15. Maintenant, ce que j'aimerais de vous, j'aimerais que vous vous imaginez un robot. Et
le robot va faire quelque chose au nombre 5 pour que ce nombre-là devienne 15. Okay? Il y a plus qu'une bonne réponse ici. Alors, j'aimerais savoir ce que vous pensez pourrait être le travail du robot pour transformer 5 en 15. Ça pourrait être x3. Alors, merci, Charlotte. On me dit que ça pourrait être x3. Alors, je vais mettre une petite boîte ici en bas et on va dire qu'on pourrait avoir l'entrée x3. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce qu'il y a d'autres réponses possibles? On pourrait avoir l'entrée plus 10. OK, alors l'entrée plus 10. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres choses? x2 plus 5. OK, alors on pourrait avoir, merci beaucoup, alors l'entrée x2 plus 5. J'aime ça. Oh, je manque de place par contre, je vais faire ça comme ça. C'est parfait. Est-ce qu'il y a d'autres choses? x4 moins 5. OK, c'est beau, j'aime ça. Entrée fois 4 moins 5. D'autres choses? Au carré moins 10. Puis ça couvre. OK, alors, j'aime ça. L'entrée, je vais le faire comme ça parce que je ne peux pas faire un exposé en ce moment. L'entrée au carré, moins 10, on a dit? Ça fonctionne, oui. Est-ce que c'est possible de déterminer exactement quelle est la bonne réponse en ce moment? Non. Non, ce n'est pas possible d'avoir la bonne réponse nécessairement, de savoir exactement ce que le robot a fait. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va ajouter une autre entrée. Et là, j'ai vu Marie-Michel donner l'entrée 9. Alors, on va... Oh boy! Je pense que je peux mieux faire que ça. Alors, on va faire 9. Et là, le robot va faire son travail, et le robot va sortir 27 comme réponse. Alors maintenant, est-ce qu'on peut éliminer certaines des entrées ou certaines des idées de la première étape à ce point-ci? Est-ce qu'il y en a ici qui ne fonctionnent pas? Il n'y a que la première qui fonctionne? La première fonctionne, absolument. Alors, celle-ci, je vais l'encercler. Alors, la première fonctionne, le x3 fonctionne. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce qu'il y en a d'autres qui fonctionnent en ce moment? Non. Non, je suis d'accord. Alors, on a 5 x 3 nous donne 15, 9 x 3 nous donne 27. Alors là, on a vraiment trouvé une réponse qui fonctionne pour être 100% certain et certaine qu'on a trouvé la bonne règle, qu'on a trouvé le bon travail du robot. On va ajouter une troisième valeur dans les entrées. À Charlotte, j'ai vu 0. Alors, si on ajoute 0 ici, la sortie sera 0. Mais ça ne nous donne pas énormément d'informations ici, malheureusement, sauf que ça confirme notre entrée x3 fonctionne étant que 0 x 3 nous donne 0. Est-ce qu'on peut ajouter un quatrième nombre ici? Moins Ça 2. peut être n'importe quoi. Moins 2. J'aime ça. Alors, moins 2, le robot va faire son travail et va sortir moins 6. Merci, Ariane. J'apprécie toujours quand on lance une petite curveball avec un nombre négatif ou un 0, quelque chose comme ça. Alors, on peut confirmer maintenant que mon entrée x3 fonctionne comme règle. Cette activité ici, que j'appelle le robot, ça peut être la machine. Il y a toutes sortes de différents noms qu'on peut donner à cette activité, mais j'aime beaucoup le robot. Est une
façon d'explorer la table de valeurs, mais c'est une façon d'explorer la table de valeurs un peu différemment. Parce que si je viens ici, si je retourne à mon tableau ici, puis j'en sors une nouvelle. Ici, on avait 5, 15, 9, 27, 0, 0, moins 2, moins 6. Si dans ma table de valeurs, j'aurais fait ceci à la place. Désolé, je sais que mon 9 n'est pas très beau. Si ça va être mon entrée, ça va être ma sortie. Si j'aurais fait une table de valeurs en ordre comme ça, et je compare à ma table de valeurs qui est en désordre comme ça, qu'est-ce que vous remarquez? Des différences, des ressemblances, des émotions que ça pourrait venir à provoquer? Ben, personnellement, je crois que la deuxième est comme plus facile à voir, mais en même temps, ça apporte pas beaucoup d'éléments, alors que l'autre, on peut voir avec beaucoup plus de nombres un peu hétéroclites, ben, on peut avoir fait plusieurs hypothèses puis mieux les vérifier. OK, alors, j'aime beaucoup ce que tu viens de dire, Ariane. Alors, on peut vraiment ici faire des hypothèses, faire des prédictions et les vérifier. Tandis que la table de valeurs en ordre, on a déjà nos valeurs, on va commencer à voir des tendances tout de suite. Ça, c'est excellent, c'est une très belle observation. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut voir entre la table de valeurs qui est en désordre comparée à la table de valeurs qui est en ordre? On va voir l'élément prédiction va revenir plus tard. Alors, tu viens de toucher sur quelque chose de très intéressant. Dans la table mise en ordre, on peut voir le +3 répété qui va devenir x3, chose qu'on ne peut pas voir dans la table en désordre. Ça, c'est super intéressant ce que tu viens de dire, Charlotte. Merci pour ça. Alors ici, on voit, dans la sortie, on voit une tendance de +3 et +3 ici. Je ne vais pas la faire à chaque fois parce que, encore une fois, c'est difficile d'écrire avec une souris. Tandis qu'ici, on ne voit pas nécessairement le +3. Est-ce qu'il pourrait avoir un avantage au fait que le +3 est moins évident ici dans la table de valeurs qui est en désordre? Et là, je vais ajouter un petit quelque chose. Si vous êtes comme moi, je ne vais pas faire de supposition, mais si vous êtes comme moi, c'est cette table de valeurs en ordre ici avec laquelle vous êtes possiblement plus familière, plus familier. C'est avec une table de valeurs en ordre que j'ai appris et c'est tout récemment qu'on m'a montré la table de valeurs en désordre. Alors, je me sens beaucoup plus à l'aise jusqu'à très récemment avec la table de valeurs en ordre. Est-ce que la table en désordre nous apporte quelque chose que la table en ordre ne nous apporte pas? Charlotte, je vois ton micro allumé. C'est une idée, mais c'est vrai que parfois un élève qui est peut-être mal à l'aise avec ses calculs mentaux pourrait tendance à faire du proche en proche avec la table de valeurs. Si on lui dit quelle sera si l'entrée vaut 10, il pourrait faire, pas bêtement, mais un peu facilement, aller de proche en proche, alors que le désordre force le passage à la pensée générale. Enfin, donc dans la table de désordre, on est obligé d'avoir le x3 qui est, je pense, plus complexe, une vision un peu plus avancée que le +3 qui se répète. C'est exactement ce que je voulais ressortir, Charlotte. Merci pour ça. Alors, la table en désordre force l'élève ou force la personne, on peut penser comme adulte aussi, mais va nous forcer à trouver un lien entre l'entrée et la sortie et non une relation entre les différentes valeurs de sortie. Alors, ici, on ne peut pas trouver le +3 parce qu'on n'a pas des valeurs en ordre. Alors, la généralisation qu'on va identifier sera 5
quelque chose se passe, j'obtiens 15. Mais le quelque chose qui s'est passé, c'est le x3. Tandis qu'ici, on peut tout de suite trouver le plus 3, plus 3, plus 3, plus 3. Qu'est-ce qui va arriver si je demande, par exemple, à l'élève ou à la personne de me trouver la valeur pour l'entrée 73? Mais la personne qui a trouvé le lien entre l'entrée et la sortie va faire la multiplication, tandis que quelqu'un qui a seulement trouvé le plus 3 va faire 73. OK, plus 3, 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 plus 3. Et la feuille devient longue. Et je me reconnais comme élève à faire plus 3, plus 3, plus 3 à plusieurs reprises pour faire des prédictions un peu plus lointaines. Alors, la table de valeur qui est en désordre peut nous apporter à faire des prédictions proches et lointaines un peu plus efficacement, étant donné qu'on va trouver la relation entre l'entrée et la sortie, entre les deux valeurs, et pas nécessairement la relation entre les différentes valeurs de sortie dans ma table de valeur. Ça, c'est le jeu du robot. C'est c'est un jeu que j'adore, ou le jeu de la machine. Les élèves l'aiment aussi, et c'est quelque chose que l'élève peut aussi animer. Alors, l'élève peut actuellement prendre le marqueur sur un tableau blanc ou sur un morceau de papier et animer avec sa propre règle. Et ça fonctionne autant avec une règle simple, multiplicative, qu'une règle plus complexe avec une constante. On va toucher à ça un peu plus tard. Alors, ici, on a vraiment un beau lien à trouver une généralisation avec une table de valeurs sans nécessairement forcer la pensée vers l'addition. Avec ça en tête, avec le x3 qu'on vient de découvrir en tête, on va maintenant aller vers quelque chose d'un peu plus visuel avec des tuiles. Alors, je vais vous inviter d'ouvrir une fenêtre dans le logiciel Polypad. Alors, ça, c'est dans la suite de Mathagon, et puis je vais mettre dans le clavardage le lien vers l'écran que vous voyez ici. Et dans Polypad, on a toutes sortes de différentes tuiles, dont dans la section géométrie, des tuiles carrées. Les tuiles carrées sont c'est vraiment mon outil préféré pour l'algèbre. Vous allez aussi trouver des tuiles algébriques, mais c'est vraiment pour de l'algèbre avec des inconnus, des X, des Y, et ainsi de suite. C'est pas, on ne se rendra pas jusqu'à là aujourd'hui parce qu'on parle vraiment du cycle moyen. Alors, dans la section géométrie, on a des tuiles carrées. Lorsqu'on clique sur la tuile carrée, on peut aussi changer la couleur. En bas ici, on peut, si j'aime mieux le mauve, je pourrais avoir des tuiles mauves. Je peux aussi dupliquer avec mon bouton ici. Alors, il y a toutes sortes de différentes choses qu'on peut faire avec Polypad. Ce que je vous invite à faire maintenant, c'est de représenter 3 figures avec la règle x3. Par exemple, je pourrais représenter sur mon écran, figure 1, j'ai une tuile. Figure 2, je vais avoir 3 tuiles, comme ça. Et figure 3, je vais sélectionner tout pour copier un plus grand montant. Comme ça, je vais avoir 1, 3 et 6, comme ça. Alors, 1 fois 3, 3, 2 fois 3, 6, et ma dernière, comme ça, pour me donner 9. Alors voilà, ma règle x3, représentée avec des tuiles carrées. Je vais effacer celle-là parce que j'en ai pas besoin. Voilà un exemple d'une représentation de x3. Ma figure 1, j'ai 3 tuiles. Ma figure 2, j'ai 6 tuiles. Ma figure 3, j'ai 9 tuiles. Je vais vous donner peut-être 3 minutes à faire votre propre représentation de figure 1, 2, 3 avec la règle x3, qui est différente de la mienne.
Simone, est-ce que les participantes ont accès au partage d'écran aussi ou est-ce que c'est juste moi? Pardon, mon micro était fermé. On voit très bien. Non, mais est-ce que les participantes et participants peuvent aussi partager leur écran? Je peux le enabler, comme on dit en français. Je Okay. peux l'activer. C'est parfait. Pour cette prochaine partie, je vais voir s'il y a des gens qui veulent partager. C'est pas obligatoire, mais juste d'avoir l'option si c'est possible. J'ai activé la fonction Multiple participants can share simultaneously. C'est parfait, c'est parfait. Oui, vous pouvez partager des captures d'écran dans le chat si vous voulez. Bonne idée, Charlotte. Merci. Oui, c'est super. Alors, un autre deux petites minutes. Alors, il y a Charlotte qui a mis une capture d'écran dans le chat. Ah, c'est parfait. Alors, je vois figure 1, 2, 3 et 4. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Charlotte, est-ce que ta représentation représente la règle x3 ou est-ce que tu as utilisé une différente règle? J'ai été trop vite, effectivement. Je pense que le F1 doit être décalé. Ça commence à 3. Oui. OK. Alors, parce que je vois le F2 et le F3 fonctionnent, 3, 6, mais là, à F4, tu as plus que 9. Oui, j'étais trop vite. Merci. Ah, OK, c'est parfait. Il n'y a pas de problème. Non, mais parfois, on ne le voit pas la première fois aussi. Et alors, dépendant de la représentation, moi, j'ai déjà tombé dans le piège de je ne vois pas, puis là, un élève me l'explique, puis oui, non, tu avais raison. Puis alors, j'aime toujours vérifier. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui aimeraient partager leur représentation? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. J'adore. Merci, Ariane. C'est super. Véronique, ça fait comme un F qui s'empile. J'aime ça. C'est parfait. Alors, on peut voir qu'il y a plusieurs façons de représenter une même règle. Et il n'y a pas nécessairement une bonne ou une mauvaise réponse ici au niveau des différentes représentations. Alors, on voit Ryan, l'animateur, a choisi quelque chose de relativement simple, mais ça fonctionne, ça va. Il n'y a pas de problème avec une représentation qui est simple. Puis une des phrases que j'adore, que j'ai appris de Dr. Marion Small, qui a dit une fois en formation, j'espère que certains d'entre vous me donnez quelque chose de simple et que certains d'entre vous me surprenaient avec vos représentations. Et cette simple phrase-là, c'est de la différenciation en une phrase. C'est le fun parce que il existe plusieurs différentes façons. L'élève qui veut aller plus loin peut choisir une représentation plus complexe, mais une représentation plus simple est autant valide parce qu'elle représente quand même la règle qui a été demandée. Alors, c'est une belle façon de différencier pour une même activité. Si je retourne à ma présentation, il y a eu d'autres captures d'écran d'Ariane et de Véronique. Oui, c'est ça. On les avait pris en note alors avec les triangles et avec les F qui s'empilent. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup les différentes représentations qu'on voit. Et vous allez voir, j'ai donné 4 exemples à la prochaine diapo. Et dans les 4 exemples, il n'y en a pas une qui est
est semblable à ce que vous avez fait dans la salle. Alors, on peut voir plusieurs différentes façons de représenter une même règle. Mais dans chaque cas, on a quand même la règle x3. Alors, l'ouverture de donner des tuiles ou donner des objets aux élèves et de leur demander de représenter une règle et non l'inverse peut aider l'élève à sortir ce qu'il y a dans sa tête et le mettre sur papier ou le mettre sur la table pour l'aider à s'exprimer. Quand on parle de la communication en mathématiques, on parle souvent de communiquer des idées mathématiques. Bien, le visuel est une excellente façon de communiquer des idées mathématiques. Alors, le fait de prendre une règle et de le représenter avec des tuiles, c'est une forme de communication, en plus de la mise en application, évidemment. Maintenant, avec ce qu'on a ici, est-ce qu'on peut faire des prédictions? Je vais en choisir une. Je vais choisir la mauve parce que j'aime beaucoup le mauve. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui aimerait prédire combien de tuiles est-ce que je vais avoir au rang 4? Vous pouvez soit le dire de vive voix ou le mettre dans le clavardage. C'est votre choix. 12. Alors, au rang 4, on va avoir 12. Comment le sais-tu? Ben, parce que j'ai fait 3 fois 4. Oui, 3 fois 4, ça donne 12. À quoi ressemblerait l'image? À quoi ressemblerait la figure? Ben, un rectangle de 3 par 4. Ben, comme OK. 4 rangées de 3 petits blocs. Si je vais juste retourner ici juste pour le fun parce que faut qu'on s'amuse. Alors ça, c'était ma figure. Si alors, laquelle des deux figures ici, je vais faire un petit zoom là, parce que j'imagine que c'est très petit sur l'écran. Laquelle des deux figures ici représenterait la mieux la figure 4? La première, OK. Si quelqu'un nous fait la deuxième, est-ce qu'on pourrait, est-ce qu'il y aurait une manière de la rendre la bonne réponse? Celle-ci au lieu de celle-ci. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Parce que dans les deux cas, j'ai 12 tuiles. Ça prendra de pivoter de 90 degrés les rangs 1, 2 et 3. Alors, si j'avais mon rang 1 et mon rang 2 comme ça, mon rang 3 reste pareil parce que c'est un carré. Mon rang 4 pourrait être le rectangle qui est plus large au lieu de plus haut. Alors, ça, c'est le genre de conversation qu'on peut avoir avec nos élèves pour aider à mieux comprendre leur pensée mathématique pour voir quelle serait une prochaine étape pour ces élèves-là. Si quelqu'un me donne ce rectangle ici avec les 12 petits carrés, exactement comme la figure 4 aurait 12 petits carrés, mais l'orientation n'est peut-être pas la bonne, on peut poser ce genre de questions pour essayer d'aider l'élève à voir pourquoi cette figure-là ne fait pas nécessairement dans la suite. Est-ce qu'on peut maintenant faire une prédiction pour le rang 10? Le rang 10 aurait l'air à quoi? Ben, il y aurait 3, ben, comme de large, il y aurait 3 carreaux, puis il y aurait 10 rangées. Alors, 10 rangées de 3. C'est parfait. 10 rangées de 3. Alors, on commence à voir comment le vocabulaire peut être exploité ici, avec des rangées, des colonnes,
même au point où on pourrait aller chercher les connaissances, les préalables et utiliser la disposition rectangulaire. On parle déjà aux élèves de la multiplication en colonne et en rangée, un certain nombre de rangées un certain nombre de jetons ou de cases. Alors, on pourrait même utiliser la disposition rectangulaire pour nous aider à, à expliquer les prochaines figures aux élèves. Si on avait à prédire le rang 100 maintenant, ce serait 100 rangées de 3 cubes ou de c'est 3 ça, carrés. 100 rangées de 3. 100 rangées de 3, c'est parfait de carré. Ça pourrait être des cubes. On est en 2 dimensions, mais ça pourrait, si on utilise du matériel physique, c'est en 3 dimensions. Et là, juste pour le fun, 73, ben, on peut extrapoler les réponses et dire on aurait 73 rangées de 3. Alors, ce vocabulaire-là nous aide à vraiment voir comment faire des prédictions plus dans le futur. Maintenant, si on retourne maintenant à notre table de valeurs et on retourne à notre fameux plus 3, si on dit qu'à chaque rang, on ajoute 3 cubes, au lieu de dire que c'est mon rang qui augmente de 1, qu'est-ce qui va se passer? On se retrouve encore dans le même petit piège où, pour trouver le rang 10, on a besoin de construire le rang 9 et 8 et 7 et 6 et 5 et 4. Tandis que si on trouve le lien entre le numéro du rang et la figure et le nombre de tuiles dans la figure, là, tout d'un coup, nos prédictions plus lointaines deviennent beaucoup plus faciles. Parce que nos prédictions lointaines, c'est vraiment une multiplication qu'on fait. On trouve le lien entre le rang et ce qu'on voit comme figure. C'est le genre de pensée qu'on veut vraiment travailler avec nos élèves au lieu de trouver bien, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui a changé entre le rang 1 et le rang 2. Les deux sont importants. C'est pas d'en faire un ou l'autre, c'est vraiment de faire un et l'autre pour aider l'élève à trouver bien, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui reste pareil, et aussi quel est le lien entre le rang et la figure, l'entrée et la sortie. Les deux sortes de pensées sont très importantes. Et lorsqu'on garde les choses en ordre, des fois, le lien rang-nombre de tuiles est perdu parce on commence tout de suite à comparer les choses. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant, avant que je passe à la prochaine partie? La prochaine, on va commencer à jouer un peu plus. Je vais faire comme un encanteur, une fois, deux fois vendu, on passe à la prochaine diapo. Alors, là, je vous lance un défi. Le défi est le suivant. Je vous présente le rang 2 d'une règle. Je ne vous donne pas la règle. Et je vous demande de me construire ce que vous croyez pourrait être le rang 3. Et ici, la règle pourrait être autant juste une multiplication qu'une multiplication et une addition, qu'une multiplication et une soustraction. Pas d'exposant, par contre, je n'ai pas été jusqu'à ce point-là. Alors, je vais vous donner un bon 5 minutes, ben, 3 à 5 minutes, on va voir, à trouver qu'est-ce que vous feriez pour le rang 3 ici. Mais ne partagez-le pas tout de suite. On va attendre que tout le monde ait une idée et ensuite on va le partager. Et moi aussi, je vais en faire un.
Peut-être un autre 2 minutes, même 1 minute. Faites-moi soit un petit pouce en l'air ou une petite réaction si vous êtes prêt ou prêt. Je vois un petit pouce. Je vois des pouces, c'est le fun. Alors, si vous êtes à l'aise, je vous invite de partager une capture dans le clavardage de votre figure 3. On va voir s'il y a des similarités. Ah, j'aime ça. Merci, merci Véronique, c'est beau. C'est figure 2, figure 3. Ah, Charlotte, on a fait la même chose. Voilà le mien. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y a d'autres possibilités? Est-ce que ça pourrait être une possibilité? Oh, Charlotte vient de le faire aussi. C'est parfait. Ariane, je vois l'ajout des. Ah, ça, c'est intéressant. Alors, ma figure 1 serait mes deux, trois. Ah, ça, c'est intéressant. Alors là, j'aurais une règle de x3. Dans ce cas ici, j'aurais une règle de x1 plus 4. C'est intéressant. Je vois des règles de x2 plus 2. Alors, il y a beaucoup de différentes possibilités ici. Il y a beaucoup de différentes possibilités de prochaines figures. Alors, ce qui peut être vraiment intéressant avec nos élèves, c'est de leur donner une figure qui n'est pas nécessairement le rang 1 en passant et de leur demander de construire le rang avant ou après et de voir quelles sont toutes les différentes possibilités d'en sortir la règle, mais de rester dans le visuel ici, de vraiment rester dans la représentation visuelle avant d'aller à la règle qui peut être un peu plus abstraite. Une autre façon d'exploiter ce genre de pensée serait d'avoir deux élèves et de faire un genre de jeu, un genre de compétition. Alors, il y a un élève qui va construire un rang et l'élève va essayer de construire le prochain rang en essayant de deviner la règle de l'autre. Et là, on peut aller dans les deux sens jusqu'à temps que la règle est devinée. Alors, il y a toutes sortes de différentes façons de jouer avec la découverte d'une règle au lieu de commencer avec une règle et ensuite la représenter. Et toujours en restant aussi longtemps possible dans la représentation visuelle. Ça peut être vraiment intéressant. Puis, on n'a pas toujours besoin de rester dans les rangs séquentiels non plus. On aurait pu donner le rang 2 et demander le rang 4 ou le rang 10 ou même le rang 0 si on veut vraiment s'amuser. Le rang 0 peut être un peu plus abstrait parce que le rang 0 techniquement n'existe pas parce que c'est un 0. Le rang 0 n'existe pas. Si on veut vraiment aller dans les mathématiques conceptuelles. Mais ce sont des différentes façons d'utiliser les représentations visuelles pour aider les élèves à mieux comprendre qu'est-ce qui se passe
de rang en rang et c'est quoi la relation entre le rang et le nombre de tuiles. La dernière chose qu'on va vraiment faire ici maintenant, c'est d'aller vers une représentation graphique. Et pour ce faire, je vais juste assembler une petite représentation avec des tuiles, puis je vais utiliser une représentation qui était dans les exemples avant. Alors, je vais rester avec ma règle de x3 ici. Alors, voilà, figure 1, figure 2 et figure 3. Comme ça. Qu'est-ce que je pourrais faire maintenant avec ma figure 1, figure 2 et figure 3 pour passer d'une représentation d'une suite comme celle-ci à un graphique? Parce que la représentation graphique d'une suite fait quand même partie du programme cadre au cycle moyen, même aussitôt que la 4e année. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire ici pour aider mon élève à avoir une représentation graphique de ma suite qui est croissante ici? Créer un tableau de nombres à partir de ce qu'on a, ou aller indiquer les rangs en dessous et les rangs au-dessus. On pourrait absolument faire une telle valeur. C'est absolument une option. Si je voulais éviter une représentation entre les deux, si je voulais aller directement du visuel vers le graphique, est-ce que c'est possible sans une table de valeur? On a besoin des nombres d'une façon ou d'une autre, peu importe comment on les représente. La table de valeur n'est pas obligatoire, mais on a besoin de faire ressortir les nombres. On peut les faire apparaître directement sur le graphique, figure 1, 3 en dessous. Ça dépend un petit peu de ce qu'on recherche. Alors, ce qu'il fallait avec les tuiles, c'est on peut faire ressortir les nombres sans aller vers du symbolique. Alors ici, j'ai ma figure 1, ma figure 2, ma figure 3. Je vais mettre un quadrillé ici pour rendre ça un peu plus facile. Et ici, je vais, évidemment, ça va prendre des titres et des axes. Mais voici, je vais mettre ma figure 1, je vais la mettre ici. Ma figure 2, je vais la mettre ici. Excusez-moi. Et ma figure 3, je vais la mettre à côté ici. Évidemment, je veux garder le même espace entre mes nombres parce que j'ai besoin d'une échelle quand même. Et je suis en train de les placer sur les lignes. Il y a une raison pour ça, on va y arriver. Alors, c'est quoi? Je vais peut-être les déplacer un tout petit peu pour avoir un peu plus de place. 1, 2 et 3. OK. Alors là, au lieu de placer des nombres dans une table de valeur ou d'aller chercher des nombres directement, je vais utiliser mes tuiles et je vais les empiler une par-dessus l'autre comme ça. Et ça va me permettre de créer un graphique avec mes tuiles au lieu d'aller tout de suite vers des nombres. Alors, je vais prendre toutes les tuiles de la figure 1, je vais les empiler. Je vais prendre toutes les tuiles de la figure 2, je vais les empiler. Et je vais prendre toutes les tuiles de la figure 3 et je vais les empiler. Et ça va me permettre de faire essentiellement parce qu'il ressemble à un diagramme à bande. Mais là, par la suite, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir prendre une droite. Je vais manquer d'espace. Je vais juste déplacer ça un tout petit peu pour avoir plus d'espace. Je vais pouvoir prendre une droite ici et je vais pouvoir relier le haut de mes 3
colonne ici pour faire une droite, pour avoir un graphique. Alors, on peut aller directement, puis on peut faire ça sur du papier charte, on peut faire ça sur un tableau blanc, on peut faire ça avec toutes sortes de différents outils, mais l'idée ici, on pourrait même demander à l'élève de faire un petit point au haut de chaque colonne de tuiles et ensuite enlever ces tuiles et tirer sa droite pour avoir une représentation graphique maintenant de ma règle, sans même avoir à aller vers la règle, aller vers la formule. Et en faisant ça comme ça, on peut maintenant voir, mais OK, alors à chaque fois que mon rang augmente de 1, qu'est-ce qui se passe à mon nombre de tuiles? Là, évidemment, dans un monde parfait, j'aurais une échelle ici aussi, une légende pour avoir mon 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je ne vais pas tout faire ça tout de suite parce que ça va prendre trop de temps. Au lieu, je vais aller à la prochaine diapo où c'est déjà fait, où mon graphique est déjà fait. Mais j'ai ici mon graphique. Encore une fois, on va demander à l'élève d'étiqueter ses axes, de faire tout ça. Ça peut être un beau lien entre la représentation graphique dans le domaine des données aussi. Alors, on peut faire un peu d'enseignement et d'évaluation interdomaine à l'intérieur de notre programme de mathématiques pour amener l'élève de passer d'une représentation visuelle, d'une suite, à un graphique. Et comme on a vu ici, on n'a pas eu besoin d'aller chercher des nombres. Ici, on a été capable de rester dans le concret de la représentation visuelle. Et après qu'on a fini tout ça, on pourrait prendre les tuiles, les enlever et tout ce qui nous reste, c'est notre... tout ce qui va nous rester, c'est notre droite ici. Évidemment, dans un monde parfait, on a nos lignes pour nos axes aussi pour vraiment délimiter notre graphique. Alors ça, c'est une belle façon de construire un graphique visuellement. Et si je reviens, puis désolé si c'est malaisant de sauter de diapo à diapo, mais si on revient ici, on voit vraiment comment on peut passer de n'importe quelle représentation à n'importe quelle autre représentation sans nécessairement avoir besoin de passer par un intermédiaire. Alors, on peut aller direct d'une suite à un graphique ou d'une suite à une règle ou d'une règle à un graphique ou d'une formule à un graphique, d'une formule à une suite. Il n'y a pas nécessairement une séquence. Et parfois, on se délimite avec une séquence. On dit on va commencer avec une table de valeurs, ensuite on va en extraire la règle, ensuite on va aller chercher un graphique. On n'a pas nécessairement besoin d'aller de manière linéaire dans nos représentations. On peut représenter les choses de plusieurs différentes façons et de sauter d'une représentation à l'autre. Je vais juste aller vers... et voilà. Alors voilà, on a passé d'une suite à un graphique. Je vais aller vérifier. Merci Charlotte, j'apprécie. C'est toujours le fun de rester autant que possible, aussi longtemps que possible dans la représentation, dans le tangible. Parfois, ce qui rend les choses très difficiles pour nos élèves et même pour nous, les adultes, quand on travaille avec l'algèbre, c'est on saute vers l'abstrait trop rapidement. Et une règle comme celle-ci, ça peut être très abstrait. Un 3F plus 2 ou un 3X plus 2, ça peut être très abstrait. Mais quand on a la chance de prendre cette règle-là et d'aller vers n'importe quelle représentation visuelle pour ensuite aller vers une autre, on donne des outils de communication à nos élèves. On leur permet de vraiment représenter de la façon à laquelle ou ils le voient à ce moment-là et ensuite de faire le transfert vers d'autres choses. Et éventuellement, on pourrait partir de n'importe quelle représentation et aller vers n'importe quelle autre représentation. Alors, si je vous donnais, puis si on avait plus de temps, on passerait un peu plus de temps là-dessus, et si je vous donne la règle 3F plus 2, et je vous demande maintenant de me faire une suite avec ça, c'est très possible que les 10 personnes dans la salle auraient 10 suites différentes. Mais lorsqu'on fait le graphique en prenant nos tuiles et en créant des belles colonnes, on va avoir des graphiques qui vont être
pareil. Alors ça aussi, c'est une belle façon d'apporter les élèves à voir vraiment que même si la représentation de la suite est différente, lorsqu'on les empile et lorsqu'on trace notre droite, on obtient des graphiques qui vont être pareils. Et les graphiques sont pareils parce qu'on est, on est tous partis de la même règle. Alors, il y a toutes sortes de belles découvertes à faire ici en débutant avec une représentation, en allant vers une autre représentation. J'aimerais juste prendre un petit moment à reculer ici à la dernière et vous poser une question, une petite question piège. Pourquoi pensez-vous que la ligne que j'ai choisi d'utiliser ici est pointillée au lieu d'une ligne solide droite? Parce qu'il n'y a pas de figure 1.5. Ah, et voilà. C'était un peu moins abstrait comme question que je pensais, parce que la figure 1.5 et 2.5 n'existerait pas. Il n'y a pas de figure entre des figures. Le moment que je construis une figure, elle existe. Alors, c'est pour ça qu'on met un pointillé. Vous allez voir dans le programme cadre, les exemples vont souvent utiliser des lignes pointillées lorsqu'on utilise des figures à différents rangs, juste parce que c'est quand on parle en mathématiques. Si on parlait, si on avait des données qui étaient continues, comme la croissance d'une plante, par exemple, mais là, on pourrait avoir une ligne droite parce que toutes les mesures entre là où on a pris des mesures auraient existé à un certain moment donné. Alors là, on pourrait avoir une ligne droite. Mais ici, avec notre relation rang et nombre de tuiles, il n'y a pas vraiment de mesure ou de quantité qui existe entre les rangs. Alors, la ligne est pointillée. Juste un petit, un autre beau lien avec les données continues, les données discrètes et notre domaine des données. Alors, il y a aussi une belle possibilité à aller évaluer, enseigner et faire explorer différents domaines en même temps. Si jamais on voit qu'on commence à manquer de temps, ça nous arrive parfois de manquer de temps à l'intérieur d'une année scolaire, mais l'algèbre et les suites, c'est une très belle façon d'aller explorer les données aussi. Alors, on pourrait même évaluer plus qu'un domaine en même temps avec les suites et avec les représentations des suites. Ryan, il est 11h59. Oui, et voilà ma diapo de questions et le lien vers le formulaire de rétroaction. Je vais vous partager la présentation. Je vais juste sortir de la... je vais juste sortir de... la version présentateur. Alors, je vous partage le lien à la présentation dans le clavardage. Simone, merci. Le sondage de rétroaction est déjà là. Je vais rester branché pour quelques instants pour vos questions. Mais à la dernière diapo, vous avez aussi des ressources de la FEMO en lien. En plus d'un grand merci au Centre Franco pour m'avoir permis de partager tout ça avec vous aujourd'hui. Et merci à vous pour avoir passé ce temps-là avec moi aujourd'hui durant vos vacances. C'est grandement apprécié. Mais je vous relance le micro si vous avez des questions ou des commentaires ou n'importe quoi. Merci beaucoup, Ryan. N'oubliez pas, j'ai mis 2 fois le lien là, pour le sondage de satisfaction. C'est important pour nous de savoir si vous appréciez ce genre de formation plus courte et plus spécifique sur les mathématiques. Merci Véronique, merci Charlotte. J'apprécie la rétro. Si vous n'avez pas de questions, je vous suggère de quitter la rencontre. Mais Ryan est ici pour répondre à vos questions. N'oubliez pas de compléter le sondage de satisfaction, s'il vous plaît. On peut arrêter là. Oui, on peut arrêter l'enregistrement. Ça, si on préfère.